Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast des clés de l'être. Et si l'exploration de la conscience s'ouvrait à chacun de nous? Ouvrez votre cœur et suivez-nous dans ce voyage passionnant. Nos podcasts vont bien au-delà de simples interviews. Grâce à une induction, le télépathe entre en pleine conscience de lui-même, de son environnement et du tout. Il accède ainsi à ce magnifique champ d'informations infini. Sans préparation préalable, il nous fait découvrir ses perceptions en temps réel, comme s'il nous racontait un film qui se déroule sous ses yeux. Je vous invite à vivre ce podcast en pleine conscience et à nous partager vos ressentis ou expériences de vie dans les commentaires. Si vous aimez cet épisode, likez-le et abonnez-vous à la chaîne pour nous aider à toucher toujours plus de monde. Merci pour votre soutien et bonne écoute. Jennifer et Michel, aujourd'hui nous sommes rassemblés pour explorer le thème des crises d'angoisse. Observez ce thème et accueillez les premières informations qui vous viennent. Michel? Alors tout de suite, ça m'a mis un point dans le ventre au niveau du nombril et en même temps dans la tête comme si je sentais les vaisseaux, la pulsation des vaisseaux de chaque côté du haut de la tête, ça tape. De l'intérieur, ça fait une sensation de pulsation, de battement et de l'extérieur, ça fait une sensation de coup qui tape dans la tête. Est-ce que tu peux observer l'élément déclencheur d'une crise d'angoisse? Peut-être tu peux prendre, plusieurs cas, observer plusieurs cas et voir, le point commun. Jennifer? Alors, moi, tout de suite, j'ai eu comme une décharge électrique dans le dos, tout le long de la colonne vertébrale, comme si ça partait du bas du cerveau, la jonction avec la nuque, jusque toute la colonne. Et moi aussi, j'ai eu la tête, alors moi j'ai eu la tête dans le brouillard, comme s'il y avait un brouhaha incessant dans le crâne. Et effectivement, moi aussi, des sensations, notamment au niveau des tempes, de sentir les veines au niveau des tempes là qui tapaient assez fort. Ça m'a donné presque une impression d'être gonflée, comme si je passais mes doigts sur les tempes, ça allait être en 3D, tellement il y a de la pression dans la veine. Toi, cet état est là, qu'est-ce qu'il apporte par rapport à la problématique? Qu'est-ce que cet état physique que tu as décrit, la tête dans le brouillard, cette décharge de la colonne, les tempes qui pulsent, c'est un état physique? Pourquoi cet état physique vient? Qu'est-ce qu'il apporte par rapport à la problématique? Michel, je reviens vers toi. La première personne que j'ai pu, percevoir avec la crise d'angoisse, ça m'a donné tout de suite envie de pleurer et j'ai pas énormément d'informations parce qu'en fait, il y a quelque chose qui se fige et à chaque fois que je demande entre guillemets «l'information», que je rouvre, mon champ pour accueillir l'information, j'ai cette envie de pleurer et et derrière, au niveau de la tête, Heu, c'est comme si tout se stoppait, en fait. Tout à l'heure, j'étais pas sûre que le mouvement de la tête, c'était des pensées qui se mettaient en route, mais en fait, c'est des pensées qui se stoppent. C'est comme si tout se stoppait et qu'il y avait, une incapacité ou une impossibilité à réagir, à réfléchir, le corps est figé, mais ça démarre, tu vois, au niveau, cérébral. Je sais pas si c'est sanguin, parce qu'il y a cette histoire de pulsation ou si c'est émotionnel ou au niveau cognitif que ça se fige, je sais pas trop, mais la tête, elle fait poum, 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 poum comme ça et ça bouge plus après. Ça enfin, à part ce battement, c'est comme s'il y avait plus rien, plus de données quoi, absence de données. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de pleurer? Est-ce que tu peux recevoir l'information qui t'est amenée, dans cette sensation? Bah là, c'est clairement une détresse. Une détresse comme si,
C'était la fin de ma vie, quoi. Comme si j'étais totalement comme un petit bébé, quoi. Une détresse qui dit mais je ne peux pas, je ne peux pas. Comme tu regardes un bébé qui peut pas, s'il tombe, il peut pas se relever tout seul, ou si tu vois quelque chose qui est un au secours, voilà, au secours. Comme une sensation de mourir. Une sensation qu'on va mourir, ouais, On va qu'on a mourir. besoin d'aide, ouais, on a besoin d'un tiers, que ce soit dans l'environnement ou une personne ou quoi. On a besoin d'un événement, on a besoin d'une information, on a besoin de quelque chose. Là, tout seul, on peut pas. Donc, c'est au secours. Je voudrais revenir au fait que il y a rien qui vient. Il y a ces pleurs qui viennent. Je pose la question de l'élément déclencheur. Est-ce que tu peux observer sous un autre angle? Qu'est-ce qui t'amène à juste avoir des pleurs et ne pas observer l'élément déclencheur? Ok. Jennifer, je reviens vers toi. Et moi, j'ai une image de rouage, comme une mécanique qui s'active. C'est ce mécanisme qui enclenche des ressentis physiques. Alors, il y en a beaucoup, c'est très varié. Quand j'ai suivi le rouage de ce mécanisme, ça m'a amené à la vigilance. La vigilance dans le sens de survie, dans le sens comme si ta vie est en jeu. Il y a vraiment une notion de vie ou de mort. Ok. Donc tu parles de mécanisme, c'est super intéressant. Qu'est-ce qui fait que chez un être humain, ce mécanisme se met en place à un moment de sa vie? Comment ce mécanisme se met en place? Et je reviens à toi, Michel. Alors, sur qu'est-ce qui déclenche, je voyais cette personne comme si, au niveau symbolique, tu vois, elle marchait, elle était un peu funambule, elle marche sur un fil tout le temps dans sa vie. Et j'avais cette sensation dans le ventre, comme si la sensation existait tout le temps. C'est pas perceptible de l'extérieur. C'est une sensation, un ressenti personnel. Elle vit avec cette sensation d'être équilibriste et de marcher sur le fil tout le temps, avec cette peur, hein, au fond, de cette sensation dans le ventre une sensation de peur. Et ce qui va déclencher la crise d'angoisse, c'est comme si quelqu'un mettait un coup de pied dans la corde. Et là, ça a une résonance comme ça déséquilibre tout et ça déclenche la crise d'angoisse avec cette détresse de je vais tomber, je vais sombrer, je vais mourir, je peux pas me sortir de là. Donc concrètement, le coup de pied dans cette corde, c'est pour dire que cette personne est fragile quelque part, vulnérable quelque part, vulnérable plus que fragile. Elle est vulnérable comme ça dans son équilibre, elle essaye de tenir dans la vie à l'équilibre, à certaines occasions, certaines confrontations avec certaines personnes ou certaines situations. Ça va être le coup de pied dans le fil, c'est-à-dire ça va déclencher mais ça je ne peux pas. Ça je ne peux pas, je sais pas, je peux pas et je vais pas savoir faire, je saurai jamais, j'y arriverai pas. Et c'est pas formulé par des mots, c'est uniquement des sensations. C'est comme si il y avait vraiment une coupure entre les sensations dans le corps et le cerveau cognitif, c'est comme s'il n'était pas opérant. Il va être opérant pour la personne, elle est intelligente normalement, etc. Ça va être opérant par ailleurs, mais sur cette partie-là, au moment où la personne va être en vulnérabilité dans une situation précise ou face à une personne, c'est comme si là, le côté cognitif n'était plus opérant. La personne est plus capable de se dire, voilà, je peux peut-être faire quelque chose. Ça fonctionne pas. Et donc, l'émergence de la détresse qui arrive avec cette envie de pleurer. Là, on me montre la personne qui a une envie de pleurer comme s'il y avait un petit bébé à l'intérieur d'elle. Et elle, en apparence, elle n'a pas forcément ce masque-là. Mais à l'intérieur, ça crie une détresse, un désespoir. Une fois que la crise est là, qu'est-ce qui permet de soulager la personne? Je reviens à toi, Jennifer. En fait, ce que ça m'a ramené il y a fort longtemps, comme si ce mécanisme, il existe depuis toujours au sein de l'être humain, puisque là, ça m'a ramené, tu vois, des images préhistoriques, ce qui a fait que l'homme a survécu.
et a pu se développer et a pu se reproduire, etc., c'est grâce à ce mécanisme de survie qui, viscéralement, en fait, leur donnait des informations de danger imminent. C'est comme si à cette époque, ils étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dans le corps, dans le ressenti du corps, et que c'est ça qui les guidait. Et donc, ils recevaient, grâce à ce mécanisme, des messages oui, c'est ça, de danger imminent qui allait engendrer la fuite, qui allait engendrer de se cacher, qui allait engendrer des actions, mais c'est très très archaïque, c'est vraiment très très ancien. L'humain a continué de se développer avec ce mécanisme à l'intérieur de lui. Et en fait, ça me montre donc que c'est là pour tout le monde. Ce mécanisme, il existe à l'intérieur de chaque être humain. Simplement, la différence, elle se trouve alors dans le cerveau, comme si chez certaines personnes, alors je parle pas du tout d'intelligence, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, ni intellectuelle, ni émotionnelle, mais c'est comme s'il y a une part du cerveau qui est pas câblée pareil, qui est pas, je sais pas comment dire, qui est un peu exacerbée, et donc cette personne-là, elle a plus de risques, on va dire, que ce mécanisme archaïque s'active dans sa vie à un moment donné que quelqu'un d'autre où cette partie-là du cerveau est pas fabriquée pareil, quoi. J'ai du mal à trouver les mots parce qu'en fait, si tu veux, c'est très subtil. L'image qu'on m'envoie là, des deux cerveaux différents, c'est extrêmement subtil et je m'y connais absolument pas en biologie du cerveau, clairement. Donc, d'apparence extérieure, les cerveaux sont exactement les mêmes, dans exactement les mêmes proportions. Et à l'intérieur du cerveau, il y a tout un tas de connexions, tout un tas de ramifications qui se font. Et bien, c'est comme si dans le cerveau de la personne qui va être plus sujette aux crises d'angoisse, c'est comme si chez elle, certaines connexions étaient un peu manquantes. Ce qui ferait comme si ça laissait un léger espace, et c'est extrêmement subtil, hein, qui va faire que ce mécanisme archaïque pourra prendre un peu plus de place que de l'autre côté. Quand tu décris le mécanisme archaïque, c'est un mécanisme qui est, en tout cas de ce que je comprends de ce que tu décris, c'est un mécanisme qu'on a tous, qui Oui, est super important pour nous dans notre vie de tous les jours. C'est j'ai un lion qui vient vers moi, je pars en courant. C'est cet état d'alerte dans ces temps anciens, c'était beaucoup plus important. Mais cet état d'alerte, il fait partie de nous encore aujourd'hui. C'est ça, hein? oui, c'est tout à fait ça. Et c'est comme Mm. si chez les personnes qui vont être sujettes aux crises d'angoisse, eh ben, ce mécanisme, il est plus sensible, on va dire, ou en tout cas, il va se déclencher plus facilement que chez d'autres personnes, que chez les personnes qui ne vont pas être sujets aux crises d'angoisse dans leur vie. Ok. Est-ce que tu peux observer une ou plusieurs personnes qui déclenchent ce mécanisme, donc qui ont une partie de leur vie où le mécanisme n'est pas en place, et puis tout d'un coup, ce mécanisme se met en place, et observer s'il y a un changement dans le cerveau, ce que tu observais, ou s'il y a une étape qui fait que ce mécanisme devient d'une certaine façon permanente. Et Michel, je reviens vers toi. Alors ça me montrait que ça dépend à quel stade est la personne. Ça démarre en fait quand on est petit. Alors c'était très très proche, hein. J'ai toutes les vibrations là dans la tête. J'ai l'impression que mon cerveau, enfin voilà, je sens au niveau du cerveau, au niveau neuronal, que effectivement le cerveau est très très impliqué dans le mécanisme de la crise d'angoisse. En fait, si on fait des crises d'angoisse à répétition, plus le temps va passer et plus on sera impacté, comme s'il y avait une modification neuronale qui se faisait, comme s'il y avait des morceaux qui grillaient. Ça rejoint cette impuissance. Ça me montrait les crises d'angoisse d'un enfant à qui qu'on ne rassure pas, qu'on n'arrive pas à rassurer, à donner les bonnes réponses.
voire même que la réaction parentale va aggraver le sentiment d'insécurité. Pas méchamment ou quoi, mais parce que ce qui est fait n'est pas le besoin de l'enfant. C'est pas. Du coup, l'enfant va ancrer ce je ne peux pas. Il peut pas apprendre à se rassurer parce qu'on ne le rassure pas, donc il sait pas comment faire. Et en grandissant, les crises d'angoisse successives, ça montre vraiment comme des fusibles dans le cerveau, comme des parties qui grillent. Et pour récupérer ça, ça me montre un accompagnement. Ça me montre que sans accompagnement, c'est quasiment impossible parce les expériences nous placent de plus en plus profondément et de plus en plus durement dans l'impuissance. Plus il y a de crises d'angoisse et moins on peut, puisqu'on aura enregistré cette impuissance de plus en plus. Et sur le moment, quand quelqu'un fait une crise d'angoisse, eh ben ça va dépendre. Là, ça montre quelqu'un qui a besoin de présence et ça me montre aussi quelqu'un qui se sent mieux tout seul. Et en fait, ça dépend au fil du temps. Quelles sont les circonstances qui se sont présentées à la personne qui lui ont permis d'un petit peu de se sentir rassurée. Je dis les circonstances qui se sont présentées parce que je vois vraiment que c'est la vie, quoi, les opportunités. C'est la personne n'est vraiment pas capable de penser à se sécuriser, de penser le moyen de se sécuriser. C'est comme si tout passait par l'expérience. C'est que de l'expérience corporelle, quoi. C'est vraiment cette partie de sensation et d'être pris, comme si le corps prenait une grosse décharge électrique. Dans ce que tu exprimes, ce que j'entends, c'est l'expérience du cercle vicieux d'une crise renforce une autre crise et il y a un cercle vicieux vers le bas. Et après, c'est par l'expérience de quelque chose à soulager que petit à petit, on peut trouver des mécanismes individuels au travers de l'expérience. Voilà, mais là, ça me montre quelqu'un, par exemple, qui compense avec de la nourriture ou. Ok. Donc la crise d'angoisse est compensée par quelque chose. Pour certaines personnes, si le quelque chose a été efficace une fois, qu'on le reproduit, c'est dans les deux cas, c'est un effet de répétition. La crise d'angoisse renforce la crise d'angoisse, mais si on trouve un petit truc qui a pu soulager, on le refait. C'est aussi dans la répétition que ça va se mettre en place. Mais ça ne résout pas, ça résout pas. Hein. Tu parlais d'accompagnement. Qu'est-ce qui est important dans un accompagnement d'une personne qui est face à des crises d'angoisse? Si tu peux explorer cette question. Jennifer? Le premier mot que ça m'a amené, c'est circonstanciel. Donc les crises d'angoisse sont circonstancielles dans le sens qu'elles dépendent de parcours de vie, des réponses qu'on va apporter sur ce parcours de vie. En fait, j'ai vu un cerveau évoluer. Donc c'était un petit garçon qui a été terrifié par le noir, par exemple. Et le cerveau de ce petit garçon, en fait, quand il y a l'angoisse du noir qui arrive, c'est comme si ça venait éteindre la partie avant de son cerveau et ça allumait la partie arrière, un peu à droite de son cerveau. Et en fait, le fait que l'avant de son cerveau soit éteint, c'est presque ce qui l'empêche de réfléchir, en fait. Enfin, ça m'a donné vraiment cette impression-là. Comme s'il n'y avait plus rien de rationnel pour lui à ce moment-là. Et comme si cet arrière de cerveau-là, un peu à droite, c'est que de l'émotionnel pur, en fait. Tu vois, en fait, là, dans l'image que j'ai devant moi, c'est vraiment l'avant du cerveau qui est dans le noir complet et l'arrière qui clignote rouge. Comme il n'y a plus accès à l'avant du cerveau qui semble, a priori, apporter des explications, du raisonnement, et ben, comme ça, c'est éteint. Du coup, il n'y a rien intérieurement dans le cerveau de ce petit garçon. Tout seul, il n'y a rien qui va pouvoir calmer le rouge. Quand je disais que c'est circonstanciel, là, ça me montre ses parents qui viennent à sa rencontre et en fonction de la réponse apportée, soit ça va venir calmer le rouge, soit en fait ça va intensifier le rouge et ça va comme si en fait il y a un apprentissage qui se fait à ce moment-là pour le petit garçon. Soit il va apprendre à réallumer
l'avant de son cerveau et petit à petit, alors c'est dans la répétition et c'est dans le temps, mais petit à petit, quand il va avoir l'arrière de son cerveau qui s'allume, il va avoir le réflexe lié à cet apprentissage tu vois, de calmer, de raisonner, et puis à un moment donné, ça s'allumera plus. Soit on lui a pas montré, on lui a pas appris les réponses qu'on lui a apportées, elles n'étaient pas dans le sens d'allumer l'avant de son cerveau, et donc en fait ça clignote rouge tout le temps. Et ce que ça m'a montré pour ce cas-là, de ce petit garçon-là, où on lui a pas montré, c'est comme si au départ le côté clignote rouge là, c'était grand comme l'aiguille une aiguille à coudre, tu vois. Mhm. Donc c'est tout petit quoi. Sauf que là, on parlait que de la peur du noir, sauf qu'en grandissant, se rajoutent d'autres peurs, d'autres appréhensions. Et donc, ce qui était au départ qu'une aiguille, petit à petit, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Et si on s'en occupe jamais, c'est comme si à un moment donné, c'est que cette partie-là de ton cerveau qui dirige ta vie, qui va t'accompagner dans tes choix en fait. Quand tu parles de ce petit garçon et des réactions parentales, est-ce que tu peux donner un exemple concret d'une réaction qui va lui permettre de revenir à l'avant de son cerveau et une réaction à l'inverse qui ne va pas l'aider? Une des réactions qu'on me propose, c'est d'accueillir l'émotion dans laquelle se trouve l'enfant sans jugement, quel que soit son âge, parce qu'en gros, ça me montre que possiblement, s'il a 2 ans ou moins de 2 ans, on va comprendre qu'il ait peur de noir, mais s'il a 8 ans, bon, un peu moins. Et donc, l'idée, c'est d'accueillir, parce qu'en accueillant l'enfant, enfin sa peur, c'est comme si on l'accueillait lui. Parce qu'en fait, à ce moment-là où le cerveau arrière droit la clignote, c'est comme si il n'était qu'une émotion. C'est comme si l'enfant lui-même, l'identité de l'enfant lui-même, c'était l'émotion elle-même. Mhm. Donc c'est pour ça qu'on me montre l'importance d'accueillir cette émotion, puisqu'en accueillant l'émotion, on accueille l'enfant sans jugement et lui demander à lui de quoi il a besoin. Peut-être il a besoin d'un câlin à ce moment-là, peut-être il a besoin qu'on laisse la lumière allumée, peut-être qu'il a besoin d'une dernière histoire, peut-être qu'il a, je ne sais pas. Mais en tout cas, de voir avec lui de quoi il aurait besoin là pour ne pas avoir peur. Voilà, comment nous, on peut l'aider. Ouais, c'est ça, comment l'adulte peut l'aider. Et l'adulte, il va l'aider en répondant à ce besoin. Et à nouveau, ça me reprécise, hein, sans jugement, même si on est fatigué, que nous on meurt d'envie d'aller se coucher, voilà, pas soupirer, pas ok, c'est ok, on prend le temps qu'il faut et c'est pas de souci. Et en fait, c'est presque aussi simple que ça, entre guillemets. Alors ça me dit quand même le mot répétition. Répétition dans le sens en fait où ça ne peut pas s'apprendre qu'en une seule fois et que c'est vraiment un processus. C'est comme si on était en train d'apprendre à l'enfant un mécanisme pour faire face à ce mécanisme. Je ne sais pas Ok. trop si je suis claire, mais bon, c'est ça Si, que ça si, me c'est dit. clair. Et que en fait, c'est vraiment ça l'idée, c'est d'accueillir l'enfant dans son émotion sans y accorder non plus une importance à faire ah bah oui, t'as raison d'avoir peur ou je sais pas quoi. Non, l'idée, c'est pas ça, c'est juste ah ok, de constater ensemble, d'observer que ok, tu as peur. Ok, c'est ni bien ni mal, c'est ni justifié ni pas justifié, c'est comme ça, elle est là, ok, et comment on peut faire? De quoi tu aurais besoin et voilà et mettre ça en place. Et peut-être, tu vois là, ça me dit aussi peut-être rediscuter le lendemain quand il fait jour de cette peur du noir et de permettre à l'enfant de s'exprimer sur ce qui lui fait peur quand il est dans le noir et d'accueillir à nouveau ce qu'il va nous dire. Et si on est dans une écoute active, toi, ça me dit qu'on peut trouver des solutions. Donc là, ça me montre par exemple des enfants qui ont besoin de rituels le soir. Euh, Là, ça me montre un autre enfant qui aurait, lui, plutôt besoin de cocooning,
beaucoup de câlins, d'être collé un peu, d'être un peu en mode pot de colle jusqu'à l'endormissement. Enfin, il y a plein de cas de figure différents. Et voilà, et donc ça me propose ça aussi, c'est-à-dire sur l'instant, au moment où la peur du noir est là, parce que je t'ai dit tout à l'heure, et une fois que on n'est plus dans la situation angoissante pour l'enfant, de pouvoir simplement réévoquer et réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait, de quoi, en fait, c'est même pas qu'est-ce qu'on pourrait faire, c'est qu'est-ce qu'il se passe pour lui à ce moment-là et de quoi il aurait besoin à ce moment-là. D'une certaine façon, beaucoup d'enfants font face à des peurs. L'exemple de cet enfant qui a peur du noir et dont les crises d'angoisse nocturnes ont été bien gérées, est-ce que ça veut dire que c'est un enfant qui, à l'âge adulte, ne développera pas des crises d'angoisse? En fait, ce que ça me montre, c'est que c'est un enfant qui, en grandissant, plus on va lui montrer ce schéma-là, plus il va se l'approprier et l'appliquer automatiquement à l'intérieur de lui-même. C'est-à-dire qu'après, il pourra lui-même identifier ses besoins et parce qu'il sera connecté à lui, en fait, et qu'il sera à sa propre écoute et qu'il respectera ce qui se passe pour lui à l'intérieur de lui et qu'il cherchera à se faire du bien en allant dans le sens de ses besoins, eh bien, du coup, il y a, enfin, je vois pas, je perçois pas, toi, ça me montre pas qu'il fera des crises d'angoisse. Alors que peut-être il avait un terrain propice au départ, mais Et donc, à l'inverse, un adulte qui fait des crises d'angoisse, c'est probablement un adulte à qui, enfant, on n'a pas appris à gérer ses peurs. on n'a pas appris à gérer ses peurs et même plus loin que ça, on lui a appris ne même pas Les exprimer ses refouler. besoins, les reconnaître, etc. Ouais, tout refouler. Ouais, ouais, complètement. Ma question suivante pour toi, et ça sera ma dernière question, c'est la question de cet adulte qui fait face à des crises d'angoisse. Quelles sont ses possibilités de guérison? Est-ce que c'est quelque chose de qui peut être total ou c'est finalement un apprentissage ou ça va être une attention de tous les jours? Michel, je reviens vers toi sur les accompagnements. Alors moi, j'étais avec une femme qui fait une crise d'angoisse au moment d'avoir à monter dans un bus de voyage pour plusieurs heures. Donc elle est avec son mari et au moment de monter dans le bus, alors j'ai accompagnement des proches et après accompagnement plus thérapeutique qui me sont venus. Donc je commence par les proches. Au moment où en fait elle dit je peux pas monter dans le bus, il y a quelque chose qui se fige et donc c'est la fameuse corde dont je parlais tout à l'heure qui est Oui. secouée et la personne vacille à l'intérieur d'elle. Et en fait, on est très proche de ce qu'a expliqué Jennifer sur le type d'accompagnement qu'il faudrait à ce moment-là par son mari. C'est le même type d'accompagnement que pour ce petit garçon dont elle décrivait qui avait besoin d'être accueilli déjà, accueilli de façon inconditionnelle, sans jugement, d'être prise dans les bras et de dire dans un premier temps c'est ok. On sait pas ok quoi, mais c'est ok, c'est ok. C'est comme si ça réveillait une peur d'enfant et que la personne exprime ce qui lui a manqué, comme si la personne adulte dans sa crise d'angoisse euh, crie au monde cette insécurité et le manque de réassurance et de réconfort qu'elle a vécu. Elle crie ce manque parce que du coup, c'est la pièce du puzzle qu'elle n'a pas pour s'auto-rassurer et se dire bah, ça va aller dans le bus, voilà, il fait beau, tout va bien, etc. Ce qu'on pourrait se dire. Et donc, il lui manque cette pièce-là. C'est-à-dire comment je peux me rassurer parce que mon parent m'a pas appris à me rassurer. Mon parent ne m'a pas rassurée. Et donc, comme il ne l'a pas fait, j'ai pas appris à le faire. Après, ça dure pas dans le temps. Ça me montrait que le mari en question déjà réagit rarement comme ça.
Là, il réagit pas comme ça et dans le temps, il ne réagit pas comme ça non plus parce qu'il dit: «Allez, il faut monter, le bus va partir», donc ça met la pression, on n'a pas d'autre solution, il y a un bus que demain dans 24 heures, enfin voilà, il y a des arguments qui viennent, que cette femme, n'entend même pas. La seule chose qu'elle perçoit, c'est le vide, qu'elle est pas prise, elle est pas accueillie à 100 et elle est pas, rassurée que il y a quelque chose qui est en lien avec, cette acceptation inconditionnelle, qui est en lien avec, le fait d'être, accepté complètement, d'être aimé complètement, d'être, une bonne personne complètement, d'être, quelqu'un de bien complètement. Là, il y a des mouvements de culpabilité, de honte, de colère, de rage contre soi, de rage contre la terre entière. Là, je vois vraiment un flux émotionnel qui bouillonne. L'accompagnement après, ce serait de revenir à quelque chose de plus rationnel une fois que la crise est passée. Bien sûr, au-delà du fait de trouver un autre moyen de faire le voyage, ça c'est pas le propos, mais de dire comment tu peux faire pour arrêter ces crises d'angoisse. Il y a un échange d'adulte à adulte. Là, l'accompagnement du proche, ça serait de pas attendre que l'autre change, de l'aimer totalement et de dire: «Je veux vraiment que tu sois heureuse et dans ces crises d'angoisse, tu n'es pas heureuse et c'est ça qui me dérange, c'est que tu n'es pas heureuse». Et c'est pas trop sur ce mode-là que les choses se passent. Tu vois, si ça se passe dans le mode, «Ouais, non, mais tu peux pas continuer à faire des crises d'angoisse comme ça, c'est pas possible, là, faut que ça s'arrête». Là, ça va être un mode qui va renforcer l'angoisse. Au-delà du soutien familial inconditionnel dont tu parles, qui est le même que pour un parent vis-à-vis de son enfant qui est dans une crise Exactement, d'angoisse, comment exactement. est cet accompagnement personnel de la personne qui est face aux crises d'angoisse? Alors après, j'ai vu cette personne, tu vois, dans un cabinet avec un thérapeute. Il y a 2 plans de soins que je vois. Il y a un plan où, il va falloir travailler sur, combler, la pièce du puzzle qui manque et un plan sur, ça me montrait d'un côté cette empathie inconditionnelle et de l'autre côté, une rationalité, d'adulte, on va dire. Et c'est comme si le thérapeute allait naviguer entre ces 2 fonctions et la personne, cette, femme-là qui fait ces crises d'angoisse, elle a besoin à la fois qu'on l'accepte comme elle est, puis il y a quelque chose sur l'empathie qui dérape à un moment donné. S'il y en a trop, c'est comme si ça réveille la honte de dire: «Mais pourquoi tu as» enfin voilà, je suis pas anormale, je suis normale, je suis quelque chose qui essaye de se défendre un peu. Donc il y a besoin de cette empathie inconditionnelle, mais il y a aussi besoin de cette rationalité de dire: «Bah, on va trouver un plan ensemble pour que, vous puissiez vous sortir, de ça». Et ça demande, une co-création, en fait, du soin. Tant que la personne n'est pas partie prenante de son soin, tant qu'elle va chercher de l'aide à l'extérieur comme, la petite fille qu'elle a été avait besoin de sa maman ou de son papa, ça fonctionne pas. Il y a un moment donné, alors ça fonctionne pas, c'est une étape peut-être dans le soin, il y aura un moment donné où il y a quelque chose qui sera suffisamment construit pour permettre à l'adulte de participer, d'élaborer elle-même, de connecter à ses besoins et de prendre conscience de ce dont elle a besoin et là, elle aura besoin du thérapeute pour l'aider à monter le plan. C'est un plan d'expérience qui sera répété comme, là, si c'est on doit prendre le bus ou l'avion ou quoi, bon, bah, il y a ce sera peut-être des petits exercices, quelque chose à faire, D'aller jusqu'à l'abri de bus la première fois, d'observer, ressentir, rentrer chez voilà, soi, etc. voilà, de façon très progressive, mais de faire des expériences, agréables, de réussite et d'un sentiment du «je peux» pour Ah, ah. aller contrebalancer le «je ne peux pas». C'est comme si au départ, la crise d'angoisse, elle se crée dans les premières fois autour de ce «je ne peux pas». Je peux pas supporter, je ne peux pas, je quelque chose.
Et donc le soin, ça va être de basculer vers un si je peux. Et donc il faut que ce soit très progressif dans la répétition. Et il y a une bascule quand la personne se sent actrice de ça. Et Jennifer, pour la conclusion sur la guérison. À la question, est-ce que on peut guérir des crises d'angoisse? La réponse a été oui. Ça a été un oui franc. Le Bonne deuxième nouvelle. mot qui m'est venu quand tu as posé la question, c'est le mot plasticité qui s'est présenté avec l'image du cerveau, où on m'a montré en fait dans le cerveau comme des nouveaux chemins qui vont se créer petit à petit à force de répétition dans le soin. Donc vraiment, ça a insisté dans le mot répétition, dans le côté un peu rigoureux, tu vois, du soin apporté, parce que ça se guérit pas tout seul, par contre. Il faut vraiment un engagement. Je sens, tu vois, dans ce qu'on m'envoie là, vraiment une impression que la personne s'engage dans le soin. Voilà, la répétition, mais en fait, ça me montre la plasticité du cerveau. Donc, même un adulte va pouvoir en fait apprendre, créer des nouvelles connexions et apprendre à se défaire de ce mécanisme habituel en fait qui s'est mis en place pour créer de nouveaux chemins et pour créer un nouveau mécanisme plus équilibré, tu vois, et plus harmonieux. Donc oui, on peut guérir et ça demande pour ça de s'engager dans le soin et de répéter. Et on termine sur cette très belle note d'espoir pour toutes ces personnes qui font face aux crises d'angoisse. On est tout cœur avec elles et merci à toutes les deux et merci pour votre écoute. Envie de soutenir les clés de l'être? Likez ce podcast et abonnez-vous à la chaîne. Si ce sujet vous touche et que vous souhaitez explorer ce qui se joue en vous, contactez-nous pour une session personnelle en télépathie accompagnée. Véritable voyage libérateur vers votre harmonie intérieure. À très bientôt pour de nouvelles explorations des clés de l'être.